Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Cette semaine, je vous propose de découvrir l'un des trésors de la Loire-Atlantique, le lac de Grandlieu. Nous sommes à quelques minutes au sud de Nantes, dans ce que l'on considère comme l'un des plus grands lacs naturels de plaine en France. Ce lac très peu profond double de superficie entre l'hiver et l'été. Lorsque nous arrivons sur place, nous sommes à la toute fin de l'été, là où le lac est au plus bas. Rendez-vous est pris dans le village de pêcheurs de Passay. C'est ici que je retrouve Florent, un enfant du pays. Pour la petite histoire, son grand-père a été maire du village. Avec lui, on va se balader dans les petites rues, évoquer l'histoire des habitants et découvrir le monde de la pêche sur le lac de Grandlieu. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici précisément ? Alors ici, c'est la rue Arsène Corbeau. Et donc, c'est la rue où est la coopérative des pêcheurs. Donc, et ça a été nommé Arsène Corbeau, puisque Arsène Corbeau a été un des leaders de la création de la coopérative de pêcheurs. D'accord. On voit ici son portrait qui a été mis sur cette maison. Et en plus, c'est une maisonnette qui ressemble exactement à ce qui est typique de l'habitat du pêcheur de l'époque, au début du XXe. Donc souvent, il y a des encadrements avec des petites tuiles. En fait, qui rehaussent un petit peu l'encadrement des bâtisses. Et c'est souvent des petites maisons avec, En tout cas, c'est très charmant. Oui, c'est charmant. Une petite ruelle, voilà, qui est typique du village de Passay, quoi. Florent, on voit sur la carte où se situe Passay. Est-ce qu'on sait pourquoi le village s'est implanté là précisément ? En fait, c'était le côté pratique. C'est-à-dire qu'à Passay, c'est là où on est le moins éloigné de ce qu'on pourrait appeler le cœur du lac, l'endroit où il y a la possibilité de pêcher. Et on pêche depuis très très longtemps ici, non ? Oui, on a en fait depuis le Moyen-Âge. Enfin. Et il y a eu le gros boom de l'activité, c'était quand ? Il y a une époque où il y avait des centaines de pêcheurs, hein, c'est ça ? C'était au début du XXe siècle en fait. Hein, il y a eu jusqu'à une centaine de pêcheurs. Et donc là, le village était constitué pratiquement essentiellement de pêcheurs. Et puis petit à petit, ça a décliné pour arriver jusqu'à 7 pêcheurs à l'heure actuelle. Des pêcheurs qui portent des noms un peu étonnants, c'est ça, c'est leur surnom, là, Montloup, c'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude, les pêcheurs, de se donner des surnoms. Toto, Coco, Henri, Petite Bouillie. Petite Bouillie, donc on retrouve la bique, enfin bon, c'est des surnoms et c'est un signe d'appartenance en fait. Quand on faisait partie de la communauté des pêcheurs, on avait un surnom. Des fois, sur les enveloppes, le postier, il mettait le surnom. Ah, c'est vrai ? Ouais, ça pouvait. Donc on pouvait, raquette de Baudet, on pouvait trouver sur une enveloppe. Ouais, alors après, avec le facteur, à l'époque, c'est vrai que les facteurs, ils connaissaient bien les gens du village, donc ils pouvaient savoir, ils connaissaient les surnoms aussi des villageois, quoi. Les hommes, ils étaient à la pêche, et pendant ce temps-là, que faisaient les femmes ? Elles avaient d'autres activités, mais elles ne restaient pas à rien faire. Les femmes, souvent, ramendaient les filets ou fabriquaient carrément les filets de pêche. Elles avaient aussi un travail, ici on voit une vieille photographie, c'est-à-dire il y a une époque où il y avait une pêche à la grenouille qui se pratiquait, et c'est elles qui dépouillaient les grenouilles. Ah, d'accord. Elles avaient aussi un travail relativement ingrat qui était de dépouiller, là on voit des peaux de bêtes. Et c'est quoi comme bête ? Alors on retrouve ici des rats, des ragondins, des rats musqués. Il y a des fouines, mais elles pouvaient dépouiller des renards, des loutres, en fait dépouiller tout ce qui pouvait être piégé dans le marais. Et donc les fourrures, on pouvait porter de la fourrure de rat à l'époque ? À l'époque, ça se faisait, ouais. C'est-à-dire, c'est vrai que maintenant, ça paraît un petit peu démodé, mais à cette époque, c'était une bonne source de revenus aussi pour les pêcheurs. Et on pêche ceci. Alors, celui-ci ou celui-là. Alors celui-là, il ressemble à un brochet ? C'est un cendre. C'est un cendre. Bon, voilà, oui, ça ressemble. Le brochet est là-bas. Ah oui, pardon. Voilà. Ouais. Le brochet est un peu plus profilé. Le cendre a des couleurs un peu plus sombres et est tacheté. Ce qui est plus représentatif, c'est l'anguille. D'accord. Et qu'on retrouve là. Qu'on voit là ici dans l'aquarium. Alors, cette anguille, c'est bon en plus l'anguille. L'anguille, c'est très prisé par chez nous. C'est ce que les pêcheurs recherchent le plus en fait, l'anguille. C'est un poisson qui est assez gras. Une chair très dense. C'est un poisson très gras.
Parce que bon, il a besoin de former une grosse poche de graisse pour partir à sa reproduction, parce qu'il fait des milliers de kilomètres pour partir en Amérique se reproduire. Donc il a besoin d'avoir de la graisse, de conserver plein de force, ce qui fait que c'est un poisson avec une chair dense et bien grasse. Ça se cuisine comment ici, l'anguille? Alors il y a plusieurs traditions culinaires, mais alors, chez nous la tradition c'est un barbecue l'été. Au lieu de faire des saucisses, eh bien, on découpe des tronçons d'anguille, on fait griller des tronçons d'anguille. Ça donne envie. Nous prenons un peu de hauteur maintenant car Florent me propose de grimper tout en haut de cet observatoire. En cette toute fin d'été, le lac est au plus bas et la vue est imprenable sur cette réserve ornithologique exceptionnelle. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit tout autour? Donc on a le lac. Essentiellement, ça permet d'avoir un point de vue sur le lac et puis le village. Et puis le village qui est juste là. Le village de Passay qui est juste ici. Ouais. Toi, il y avait des pêcheurs dans ta famille? Moi, c'était pas des pêcheurs, c'était des marchands de volailles. Mais... Ah d'accord. Mais bon, ils vivaient quand même dans le village. Hein. C'était des marchands de volailles qui vivaient dans le village. Et ils employaient les femmes du village pour retirer les plumes des volailles. Quoi. Donc, mais c'était des gens du village. Ouais. Et ton grand-père qui a été maire de la commune, ville, il était aussi dans la volaille? Oui, dans la volaille. On était plutôt commerçants, on va dire, dans la famille. Et toi, tu continues donc, à vivre ici. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ce lac? Comme tu le disais, c'est apaisant. C'est-à-dire que quand on regarde le lac, voilà, ça donne un calme, un côté paisible, tranquille. Il faut aimer aussi la nature, c'est-à-dire que là, il y a la présence de petites hirondelles. Ici, le lac fluctue beaucoup, c'est-à-dire que les niveaux d'eau, le paysage va changer. C'est-à-dire qu'en hiver, ça ne ressemblera plus du tout à ça. Ouais. Tout ce qu'on voit ici en vert, ça va être couvert d'eau. Le lac va gagner le village et s'approcher vraiment très près du village. Ah oui, ok, donc là, après, tout ça, c'est de l'eau, ouais. Donc, il faut imaginer après qu'ici, le lac double de volume, donc après, on a... Et ce qui est intéressant aussi quand on habite ici, voilà, ces changements de paysage, c'est vraiment sympa, agréable, quoi. On redescend pour s'approcher un peu plus du lac car Florent souhaite me présenter David, l'un des derniers pêcheurs professionnels sur le lac. Au début des années 1900, ils étaient 120, aujourd'hui ils ne sont plus que 7. Et on a de la chance, la pêche du jour est plutôt bonne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, aujourd'hui on a quelques carpes, des petites carpes de environ 1,5 kg, 2 kg pièce, et quelques brèmes. Des brèmes? Des brèmes, ce sont tous les deux des cyprinidés, des poissons d'environ 2,5 kg, 3 kg pièce. Que tu vas aller vendre où après? Écoutez, au marché dans la région nantaise. D'accord. Et ça, on les fait comment? On les cuit Alors comment on peut les faire griller? On peut les faire au barbecue, c'est pas mal? Au barbecue, ouais, exactement. Quand tu es tout seul comme ça sur l'eau le matin, qu'est-ce que tu ressens? Tu te sens bien? On part des fois avec beaucoup d'espoir, on revient avec le désespoir parce que la journée n'a pas été bonne. Et puis quelquefois c'est l'inverse, on part sans trop y croire et on revient avec une pêche correcte. C'est pas une solitude parce qu'on est entouré de... Il y a toujours des oiseaux, il y a toujours quelque chose qui fait que l'intérêt est de regarder à droite à gauche pour voir si... c'est jamais ennuyant. On quitte le village de Passay pour continuer de découvrir l'histoire du lac de Grandlieu. Cette fois, on fait un bond de plus de 1000 ans en arrière sur la commune de Saint-Philbert de Grandlieu. J'y retrouve Lucie avec qui je vais visiter l'abbatiale. La première chose qu'on voit quand on arrive à cette abbaye, c'est les jardins. Tout à fait. Qui sont paisibles et beaux. En fait, ils nous appellent à venir les découvrir aussi. C'est l'intérêt de ce lieu, c'est qu'en plus d'avoir ce bâtiment patrimonial très important, on a aussi ici développé ce jardin des simples qui était un élément très important dans une abbaye. On en avait forcément un, c'est ici que les moines pouvaient se procurer les plantes pour se soigner. Et finalement, pour nous, c'est une valeur scientifique très importante puisque ce sont des herbiers vivants qui nous permettaient de connaître les plantes qu'ils utilisaient ici au IXe siècle. On n'a pas que des plantes purement médicinales, on avait toutes les plantes aromatiques, des plantes potagères, mais aussi on a les plantes tinctoriales qui, elles, vont servir à teindre les vêtements. Puisqu'ils faisaient tout en interne en fait. Les moines travaillaient dans une communauté fermée et devaient pouvoir réaliser toutes leurs tâches. Et pourquoi les moines se sont installés ici précisément à côté du lac ? Alors, pour plusieurs raisons. Il faut savoir en fait que ce lieu s'appelait Déas au IXe siècle, au moment de la construction de cette abbatiale. Notre plus ancienne mention date de 819, date importante puisqu'aujourd'hui en fait c'est 1200 ans.
Mais surtout, ce lieu, c'était une villa agricole, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de champs en fait, cultivables ici, liés aussi grâce à la fertilité du lac, et c'était lié à l'abbatiale qui se trouvait à Noirmoutier. Et pour diverses raisons, notamment les Vikings, les moines ont été obligés de fuir Noirmoutier pour finalement arriver ici à Déas, et c'est pour ça qu'ils ont construit une nouvelle abbaye ici. Ils sont incroyables ces piliers. Alors ils ont quel âge? Alors ils sont assez massifs, ce sont des piliers cruciformes, ils sont un peu plus tardifs que l'abbatiale. En fait, ils datent du XIe siècle, mais tout de même, ils reprennent ce qu'on appelle l'art carolingien, c'est assez traditionnel, c'est ce mélange de briques, donc la pierre rouge, et le tuffeau, ça va être la pierre blanche. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que ça n'a pas toujours été finalement juste un lieu de culte. À partir de 1870, nous n'étions plus du tout dans une église, mais dans le marché aux poulets de Saint-Philbert de Grandlieu. Le marché aux poulets. Le marché aux poulets, une utilisation très laïque des lieux. On peut remarquer qu'ils ont aussi fait différents changements dans l'architecture et notamment en fait à raser, c'est-à-dire ils ont juste retiré 3 mètres de mur au-dessus de nos têtes. C'était encore plus grand normalement au IXe siècle. Et ici, eh bien, on venait acheter tout simplement sa poule pour pouvoir la manger plus tard. Et il y a quelqu'un là-bas? Ah bah en fait c'est En l'honneur de qui Saint-Philbert. nous sommes aussi là. Exactement. Lui, ça va être le personnage très important. C'est lui qui a fondé au 7e siècle l'abbaye de Noirmoutier. Et finalement, tout va bien se passer jusqu'au moment où les Vikings attaquent Noirmoutier. Et bien, quand les moines vont décider de partir ici pour Déas, Ils vont l'emmener. ils vont emmener le sarcophage, marbre bleu des Pyrénées, donc très belle pierre, entre 1 tonne et 2 tonnes. Beau poids aussi, à transporter. Ils vont mettre 4 jours, c'est ce qu'on appelle la translation, pour amener le sarcophage de Noirmoutier jusqu'ici à Déas. Et en fait, pendant ces 4 jours, eh bien, 23 miracles ont été recensés et reconnus par la papauté. Ah, ok. D'où la création par la suite d'un très grand pèlerinage autour de Déas. Les gens venaient dans un rayon de 300 km à peu près pour pouvoir approcher ce sarcophage, le toucher, notamment pour que leurs vœux, leurs miracles se réalisent. Si vous êtes superstitieux, vous pouvez vous aussi venir et faire un vœu. La tradition raconte qu'il faut passer sous le sarcophage pour qu'il se réalise. Encore une bonne raison de venir découvrir ce charmant territoire autour du lac de Grandlieu. Pour revoir cet épisode et en découvrir plus sur le lac, vous connaissez le chemin terredefrance.tv. De mon côté, je vous embrasse et je vous retrouve très vite.